Bonsoir chers auditeurs de la radio Case FM et bienvenue dans votre émission Guerrilla. C'est une émission où nous traitons des sujets sur l'art et la culture et dont nous avons des invités qui sont des réalisateurs, qui sont des artistes, des concepteurs aussi, qui nous amènent à la découverte de leur univers fascinant. Et ce soir, nous ne sommes pas seuls sur le plateau, nous sommes avec un invité. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Vous allez bien? Très bien, absolument, et vous? Ça va très bien. Tu auras l'opportunité de te présenter à la fin. Mais comme vous le savez, la présentation, c'est Deborah Kanegi et c'est votre émission Guerrilla. Donc, monsieur Lionel, est-ce que tu peux un peu nous parler de toi? Alors, Lionel, c'est un réalisateur burundais, producteur et cinéaste. Waouh, tu as beaucoup de casquettes. Beaucoup de casquettes, hein. Mais je pense que nous pourrons quand même nous limiter à la casquette de réalisateur. Ouais, carrément. D'où est venue la passion d'embrasser l'univers de la réalisation? Bah, depuis tout petit, j'étais vraiment passionné par tout ce qui concerne l'image, la photographie, la peinture, le dessin. Et c'est cette passion qui a évolué vers le cinéma. C'est une passion ou bien c'est juste un passe-temps, un hobby, comme les dit Non, en fait, c'est devenu plutôt un métier parce que j'ai eu la chance de pouvoir développer une sorte de foi en cette passion qui m'a permis de considérer ça comme un métier maintenant. Ah d'accord, ça c'est très bien. Si tu fais quelque chose par passion, c'est beaucoup plus payant que de le faire carrément juste pour le plaisir. Absolument. Et quelles sont vos principales sources d'inspiration dans la conception d'un théâtre ou bien d'un nouveau projet cinématographique? Mes sources d'inspiration. Alors, moi, personnellement, je trouve de l'inspiration partout. Dans la vie de tous les jours. Je ne suis pas quelqu'un de très littéraire, donc ce que je veux dire, je ne lis pas beaucoup de livres, mais je regarde des films, j'écoute des histoires attentivement. Quand quelqu'un me raconte une expérience de sa vie, je l'écoute vraiment attentivement. Tu la vis avec lui. Exactement. Et j'essaie d'intérioriser ça, pour utiliser ça plus tard comme matériel pour mes prochaines histoires. Par exemple, ce que j'essaie de dire, c'est que il y a des personnes, quand ils vous serrent dans leurs bras, quand elles vous donnent un câlin, ça donne l'impression, ça vous rappelle d'une expérience que vous avez eue quelque part avec quelqu'un à un moment précis dans votre vie. Oui, exactement. Donc, en tant que réalisateur, mon job, c'est de prendre cette émotion que ça développe en moi et d'en faire une image, essayer de visualiser ça dans ma tête, d'en faire une image. Et si je parviens à rendre cette image assez nette, elle a pas besoin d'être concrète parce qu'on peut ajouter des informations plus tard. C'est juste une image de départ. Et le cinéma, en vrai, c'est 24 images par seconde. C'est une règle de base, 24 images par seconde. Donc, tu peux pas faire du cinéma avec 24 images par seconde sans une image de départ. Donc, il faut d'abord des émotions pour construire cette image. C'est ça que je voulais expliquer. Je suis un peu partie rapidement sur les vifs du sujet en te posant des questions sur ta passion par rapport au cinéma. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ne comprennent pas, est-ce que tu pourrais définir pour nous qu'est-ce que c'est un réalisateur? Alors, un réalisateur, le travail d'un réalisateur, c'est d'avoir la vision du film avant qu'il soit produit. Donc, t'as pas besoin de savoir comment utiliser une caméra, comment utiliser les logiciels là de montage, comment mixer le son, comment faire le maquillage, comment faire les costumes. Non, t'as pas besoin de faire ça. T'as juste besoin... En fait, tu dois avoir la vision. La vision du produit final. Le film, tu dois l'avoir vu avant d'aller sur terrain. C'est cette personne-là qu'on appelle le réalisateur. Et le réalisateur, ce qu'il fait, il engage des gens assez talentueux pour réaliser ça. Et c'est Quentin Tarantino qui a dit ça et je me suis dit que c'est assez correct. Je me dis qu'un réalisateur doit aussi être talentueux pour vouloir engager des personnes talentueuses.
on va couper ça. Cela ne nécessite pas de... Cela ne nécessite pas que tu sois talentueuse. Ouais, carrément. Cela ne nécessite pas que tu sois talentueux ou talentueuse. Cela nécessite une qualité de gestion pour pouvoir engager des gens. Mais aussi de ressources humaines que tu as pour pouvoir engager des gens assez talentueux. Tu peux avoir une vision de ce que tu veux, mais tu engages des gens qui sont beaucoup plus talentueux et talentueuses que toi dans la photographie, dans le jeu d'acteur, dans le décor, dans tout. Et ils vont rendre cette vision que tu avais en tête, ils vont la rendre encore plus magnifique. Ok. Voilà. Mais en parlant de qualité, en parlant d'expérience, en parlant de personnes qui soient talentueuses, est-ce que toi, tu as pris de cours? Ou bien c'est quelque chose qui t'est venu comme ça de manière innée? Ah, des cours, la question. Tu as pris des cours sur la réalisation d'un film, ou bien c'est quelque chose qui t'est venu aussi naturellement comme marché pour les bébés? La question en or. Moi, j'ai fait l'école de la vie. Ok. Ce qu'on appelle l'école de la vie dans le cinéma, c'est écrire une histoire à la main et prendre une caméra, peu importe laquelle, si c'est un iPhone, si c'est n'importe quelle sorte de smartphone, et tu vas sur terrain et tu filmes quelque chose, tu montes avec tes potes et tu l'exposes au public. C'est ça que j'ai fait. Et tu reçois des feedbacks, tu regardes d'autres films, des gens qui t'inspirent, que tu dis, ah, ça, ce sont les genres de films que je veux faire plus tard. Et tu essaies de rapprocher le plus possible cette qualité. Et t'as pas essayé d'aller plus loin en faisant de formations? Écoutez, ou des cours? Aujourd'hui, il y a tout sur YouTube, ou bien c'est pas en ligne, il y a des cours. T'as pas essayé? Oui, c'est exactement ça de quoi je parlais. Aller sur YouTube, sur Internet, essayer de se renseigner, trouver des mentors, des gens qui t'inspirent, parler avec eux, ils vont te partager leur expérience. C'est comme ça que tu apprends, plutôt que d'aller en classe. En tout cas, ça, c'est ton avis personnel. Hein. Je pense que la plupart ne seraient pas d'accord de partager cet avis. Il y a d'autres personnes qui aimeraient peut-être aller et faire des études carrément. Pour le cinéma. Ouais, je sais pas. J'imagine. Mais entre-temps, quand vous êtes sur le point de faire un film, comment vous faites pour sélectionner un acteur et sur base de quels critères? Alors, moi, pour un film, déjà sur chaque projet, quand j'écris un film, j'ai déjà des acteurs en tête. Ah, ok. Parce que moi, en tant que cinéaste, j'essaie de m'ancrer un peu plus dans l'industrie locale ou bien régionale. Donc, j'essaie de connaître la personne qui fait ceci, cela. Donc, déjà, quand j'écris un personnage, j'ai déjà quelqu'un en tête. Sa voix, sa manière de rire, ses moments tristes, sa fureur. J'ai déjà tout ça en tête pour les rôles principaux. Mais pour les rôles secondaires et les autres rôles qui suivent, ce que je pourrais dire, c'est on regarde plus l'authenticité et la flexibilité émotionnelle de l'acteur. Cela veut dire que c'est quelqu'un, en tout cas ça doit être quelqu'un qui a cet esprit enfantin. Tu comprends? Donc on te dit de jouer un vieux, d'interpréter un rôle d'un vieux qui fait, je sais pas moi, qui joue au football. Toi, t'es pas vieux, on est bien d'accord. Donc directement tu te mets en tête à quoi ressemble un homme de 80 ans, un homme ou une femme de 80 ans qui joue au football. Mais et tu essaies de te rapprocher de ça. J'aimerais savoir, pour les personnes qui sont en live sur Facebook, vous allez voir les images, c'est défilé, il y a des acteurs dans votre réalisation de la vie. Une vie en couleur. Une vie en couleur, voilà, exactement. Qu'est-ce qui est la particularité de la jeune femme? C'est elle l'actrice principale du film? Ah oui, Sheila Ilangoma. Ouais, c'est l'actrice principale? Ouais, c'est l'actrice principale. J'imagine que pendant la conception de ces films, vous avez pensé directement à elle. Ouais, carrément. Qui est la particularité entre Sheila et les personnages? Déjà, Sheila, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Beaucoup, c'est quelqu'un, j'ai grandi en admirant ses pièces de théâtre, ses représentations.
Et oh mon Dieu, la création de ce film, c'était cette scène. Elle me donne des frissons. Donc, parce que, à ce que je sache, et que les personnages et la personne et l'acteur doivent faire un. Ouais, carrément. Les deux. Quelle est la particularité? Moi, en écrivant cette histoire, déjà, j'avais pas de budget pour faire un casting. Vous comprenez très bien. Donc, je devais écrire avec les moyens que j'avais. Ouais. Et puis, je me suis dit, ok, vu que j'ai pas cette liberté d'aller chercher d'autres acteurs, je vais écrire une histoire intéressante avec des acteurs et des actrices intéressants et intéressantes qui sont déjà disponibles pour ce projet. Ouais. Mais le truc, c'est que Sheila, elle n'était pas disponible. Elle était en Tanzanie, je pense, et je devais essayer de la convaincre pour venir participer dans le projet. Et puis, je me suis dit, ok, comment est-ce que je vais faire ça? J'ai vite fait, j'ai essayé d'écrire ce scénario vite fait, et je lui ai envoyé un WhatsApp. J'ai dit, Sheila, je m'appelle Lionel, je travaille sur un film. Et puis, elle a répondu directement. Elle a dit, ok, je viens telle date. Est-ce qu'on pourrait faire le tournage quand je serai au Burundi? Le problème, c'est que je serai au Burundi juste pour 2 jours. Et moi, j'avais préparé le tournage pour 4 jours. Ce qui était un barrière carrément pour moi. Je me disais, comment est-ce que je vais faire le travail qui était censé être fait dans 4 jours? Dans 2 jours. C'était impossible pour moi. Parce que j'avais jamais fait du cinéma avec toute une équipe. Ce que je faisais avant, c'était juste des vidéos que j'assemblais, moi tout seul. Et voilà, c'est comme ça qu'on a fait ce film avec Sheila. Et en écrivant, vu que j'avais regardé ses pièces de théâtre et ses spectacles en grandissant, je savais comment elle criait, comment elle pleurait, comment elle criait, comment elle racontait avec fermeté. Ah, donc sa personnalité à elle, genre sa vraie personnalité, matchait avec la personnalité de... J'ai écrit l'histoire en se basant sur sa personnalité. Ah, ok. Donc, j'ai créé un personnage, j'ai créé une situation et je l'ai adaptée à sa personnalité. Et est-ce que c'est comme ça que ça se passe à chaque fois? Non, ça, c'est ma technique à moi. Ah, d'accord. C'est ma technique à moi parce que, en passant par là, beaucoup de réalisateurs demandent l'impossible aux acteurs. Et la perfection n'existe pas. Exactement. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est chercher le point de ressemblance entre le personnage du scénario et l'acteur ou l'actrice en soi. Comme ça, l'actrice sera beaucoup plus confortable à interpréter ce rôle. Si j'ai pas un accent italien, pourquoi tu me demandes de faire un accent italien, tout simplement? C'est possible. C'est possible, mais... j'essaie de faire de mon mieux, je te présente quelque chose sur la table, fais-en quelque chose. Ouais. Ne me demande pas la perfection, améliore ce que j'ai déjà. C'est comme ça. Ah, d'accord. Et sinon, est-ce que tu peux nous parler de comment ça se passe, le processus durant un tournage? Comment ça se passe? Alors, un tournage, quand vous arrivez déjà sur terrain... Et les défis que tu rencontres pendant le tournage? Parce que je sais qu'il y a des défis que tu rencontres pendant le tournage. Il y en a des centaines, carrément. Donc, quand vous arrivez sur terrain, déjà, les acteurs commencent déjà à se changer. Directement, le maquillage, les cheveux, le costume, tout ce qui est les accessoires. Et puis, à côté, l'équipe technique se prépare, chacun avec ses tâches. La caméra, le son, la lumière, le décor, tout le monde se prépare. Mais l'équipe technique, en soi, elle est venue avant les acteurs. 2 heures ou 3 heures avant. Donc, si le tournage commence à 9 heures, l'équipe est là depuis peut-être 6 heures à se préparer. Comme ça, les acteurs viennent et ils se préparent pendant 30 minutes et on commence directement. Au lieu qu'ils se préparent 30 minutes et attendent pour que donc, l'énergie commence à se dissiper, vous comprenez? Donc, en gros, c'est comme ça. Et vous tournez, il y a des moments où vous faites des pauses pour discuter avec les acteurs. Mais c'est pas trop dans la problématique, c'est pas trop dans les défis. Parce que c'est comme une organisation. Vous savez que à telle heure, je dois venir, à telle heure, je dois venir. Exactement. Mais les défis que vous rencontrez. Les défis, je dirais que vu qu'il n'y a pas d'industrie du cinéma ici au Burundi, c'est l'engagement n'est pas la même. L'engagement n'est pas la même. Et souvent, il y a
des membres de l'équipe de tournage qui vont vous décevoir en tant que producteur. Cela va vous coûter beaucoup de sous et beaucoup de temps. Et voilà, en gros, c'est ça le défi principal. Sinon, ce qui arrive le plus souvent, c'est que la vision que tu avais en tête n'est pas réalisable sur terrain. Sous contrainte du budget, ou bien du matériel, ou bien tout simplement de l'acteur ou de l'actrice qui ne peut pas jouer cette scène devant une caméra. Ou bien que la scène ne ressort comme tu l'avais imaginé. Et ce qu'il faut faire là, c'est là que le travail de réalisateur arrive. Il faut avoir bien sélectionné son équipe. Parce que c'est dans ces moments qu'il faut être créatif et improviser. Et donner la même qualité, mais sous le budget que vous avez. Ou bien donner la même qualité et l'adapter avec l'accent, le sourire, les larmes de l'actrice. Parce que toi, en te disant, en t'imaginant l'actrice en train de pleurer, peut-être tu l'imaginais dans un autre sens, comme une autre actrice hollywoodienne que tu connaissais, mais en vrai, la réalité ne reflète pas ce que tu avais dans ta tête. Donc, il faut faire avec ce que tu as sur terre. Est-ce que, parmi les 2 courts-métrages que tu as produits et réalisés, lesquels des 2 a été les plus challengeants? Oh, le deuxième. Le deuxième, parce que, anecdote... Une vie en couleur. Ouais, une vie en couleur. Le dernier jour du tournage, on a dit, on l'a fait les amis, tout le monde a applaudi, on s'est donné des câlins et tout et tout. Et puis, il y avait Sheila Inangoma qui retournait dans les coulisses pour se changer. Parce qu'elle avait d'autres programmes. Après, elle reprenait l'avion, prenait le départ le lendemain. Et il y a le monteur qui m'a appelé silencieusement et à voix basse. Il m'a dit, Lionel, je viens de perdre tous les fichiers. Oh là là, ça devait être... Et je me suis dit, waouh! Et puis, tous les acteurs et les actrices, l'acteur et l'actrice, ils sont là, en train de se changer, en disant félicitations, on l'a fait. Et moi, je gardais le visage straight, comme ça, sans défaut. Impassible. Et puis, je me suis dit, comment est-ce qu'on va faire pour récupérer ces fichiers? Voilà. Waouh! Ça devait être stressant. Est-ce que vous avez dû recommencer à zéro ou bien... Non. On a essayé de trouver des ingénieurs pour réparer ça qui nous ont aidés à... Heureusement. Voilà. Heureusement pour vous. Est-ce que tu pourrais nous parler d'un moment pendant la réalisation de ces 2 films, qui sont des courts-métrages, où pendant la réalisation, il y a eu un moment qui était vraiment gratifiant. C'était comme un moment unique, quoi. Pendant la création. Est-ce que tu as en mémoire quelques instants où c'était vraiment des moments uniques dont tu te remémores, tu te dis au moment où j'étais en train de concevoir ces projets, ça a produit en moi quelque chose? Déjà, le tout premier jour de chaque tournage est toujours gratifiant. Tu te dis, il y a ce moment-là de pause où tu t'arrêtes en tant que producteur et tu te dis, waouh, tous ces gens-là, je les ai appelés et ils sont venus. Vous comprenez? Donc, pour moi, c'est ça le moment le plus gratifiant. Et le deuxième moment le plus gratifiant, c'est la clap de fin. Quand on dit, c'est terminé, on l'a fait. Et c'est le moment aussi qui donne le plus d'anxiété. Parce que tu te dis, ok, là, on a des portions, on va les assembler pour voir ce que ça donne. Mais ce que ça va donner, ça va vraiment refléter ma vision que j'avais. L'autre moment qui te cause le plus d'anxiété, c'est quand tu te lèves le matin pour aller réaliser le film le premier jour. Tu te dis, oh, ok, je vais devoir donner des instructions à tous ces gens-là. Sans vouloir te couper la parole, tu gères au minimum combien, au maximum combien de personnes pendant un tournage? Donc sur le premier film, vu que c'était un tout petit budget, on était à 3. Le deuxième film, on était à... c'est un peu d'élever un peu le budget, mais c'était toujours un petit budget. On était à 8.
Et sur notre plus récent film, on était à 36 personnes. Ok. 36 personnes, donc tu te lèves un bon matin, tu te dis, en tant que producteur, je vais devoir donner des instructions à ces 36 personnes. Au-delà d'être producteur, tu es aussi un jeune producteur étudiant. Ouais, étudiant. Voilà, il faut préciser. Donc, il y a tellement de casquettes, on n'a pas eu le temps d'en parler en détail. Absolument. Mais tu te disais aussi que tu te lèves chaque matin. Tu te lèves chaque matin, tu vas et tu te dis que tu vas devoir gérer 36 personnes. Imagine, genre 36 personnes, tu dois donner des instructions à tout le monde, mais aussi détecter les petits détails que tout le monde a fait. Parce que si tu ne donnes pas les commandes, l'erreur que le réalisateur ne doit pas faire, c'est ok, je te fais confiance, toi, Déborah, tu es assez talentueuse, maintenant, regarde, lis le scénario et fais le décor. Et fais le maquillage. Je te fais confiance. Non, tu dois avoir une vision et venir m'expliquer. Et quand moi, si moi je suis un maquilleur et que je fais un maquillage à une actrice principale, tu dois me donner un feedback et me dire « Ah, j'aime bien ça, j'aime bien ceci, j'aime bien... » C'est ça, être un réalisateur professionnel. Si un artiste fait une performance et que tu restes stoïque, ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème parce que ça diminue la confiance de l'actrice. Carrément. Il faut avoir un peu de retour. Exactement. Il y a un minimum de leadership qui doit intervenir pendant le tournage. Mais entre le moment de la réalisation, comment tu fais pour amener les acteurs à pouvoir interpréter la pièce ou bien le personnage de manière authentique, à amener toutes ses émotions, toute sa vie, donc apporter la vie dans ce personnage? Comment tu le fais? Waouh, ça c'est une question intéressante. Comment rapporter la vie à une performance? Déjà que toi, tu l'as vécu en l'écrivant. Exactement. Comment tu fais pour la transmettre à l'actrice pour qu'elle aussi, à son tour, la transmette le moment du tournage? Ce que je dirais sur ça, c'est que si j'écris une scène d'une femme qui pleure la mort de son bébé, je ne suis pas une femme, on est bien d'accord. Oui, on est d'accord. Et j'ai pas de bébé, on est bien d'accord. Donc, je ne peux pas savoir ce que ça fait de perdre un bébé. Donc, pour transmettre l'émotion dans ce texte, je dois me dire qu'est-ce que ce bébé représentait pour cette femme. Peut-être c'est tout ce que cette femme avait dans ce monde. Et qu'est-ce que moi... Donc, c'est son pilier à elle. Quel est mon pilier à moi? Vous comprenez? Donc, comment est-ce que je réagirais si je perdais ce pilier? Vous comprenez? Donc, c'est ce genre d'exercice qui va m'aider à me rapprocher beaucoup plus de cette réalité émotionnelle. Et pour moi, personnellement, je me dis que les émotions sont toujours clichés. Toujours cliché. C'est juste les accents, les expressions qui changent et les couleurs aussi. Mais les émotions sont toujours les mêmes. Ça veut dire, les larmes sont des larmes, un sourire, c'est un sourire. Par exemple, la photo là qui est passée de Sheila qui criait dans le miroir, c'était Sarah, personnage dans le film. Sarah qui était carrément dépressif parce que elle commençait à... Donc, c'était ce cancer qui commençait à la saouler. Et puis, elle avait ces crises de dépression tout seul dans la douche. Et pour faire cette scène avec Sheila, Sheila a un enfant. Je lui ai dit, Sheila, imagine, tu es enceinte, en prison, tu donnes naissance au bébé et on te retire le bébé et quelqu'un d'autre va l'allaiter. Et il va l'allaiter devant toi. Tu comprends la douleur que ça te donnerait de ne pas pouvoir être là pour ton bébé. Tu comprends? Donc, c'était ce genre d'exercice qu'on faisait. Et puis, elle a donné cette performance. Ouais, c'était... En tout cas, en image, ça a l'air de refléter la réalité. Au fait, on comprend directement qu'elle se révolte contre quelque chose,
elle est là et vraiment, elle veut exploser. Exactement. Est-ce que ça a demandé plusieurs répétitions afin qu'elle puisse reproduire ça ou bien c'était du tic au tac? Non, pas du tout. Déjà que tu as précisé dès le départ que tu as adapté les personnages à Sheila. Sheila, sa performance était incroyable. Elle était vraiment incroyable sur cette scène. Parce que on a fait qu'une seule prise. Une seule prise. Et moi, j'avais donné ses instructions. Et c'est ça vraiment l'importance du casting. Et elle a fait quelque chose encore plus magnifique. Si vous avez regardé le film, elle était en train de se brosser les dents et puis elle a crié. Elle a arrêté de crier et puis elle a craché sur le miroir. Et puis le cadre, il était là, il a dit « Waouh !» C'était écrit dans le scénario. J'ai dit « Non, pas du tout. » Elle a improvisé. Elle a improvisé. Vraiment, elle a vécu la scène à fond. Carrément. Et puis on avait très peur de faire couper parce que on craignait de rater quelque chose. Et puis, quand la scène s'est terminée, on a posé quelques 30 secondes de plus pour voir si elle allait improviser quelque chose d'autre. Et quand elle s'était vraiment calmée, c'est là qu'on a dit couper. Et tout le monde dans la petite salle de bain là a applaudi. Elle a dit waouh, on refait, mais sous un autre angle. C'est là, on la garde. Ok. Apparemment, ça a été une belle prise. Une expérience unique. Très unique. Mais et comment ça se passe, l'organisation, comment ça se passe, la manière dont vous faites, vous organisez les choses avec les producteurs, les acteurs, les metteurs en scène, comment ça se passe? Est-ce que c'est vous qui êtes les chefs de tout ou bien il y a quelqu'un d'autre qui est derrière, qui vous seconde? C'est comment? Comment organiser tous ces gens-là? Ouais. Qui commande qui? Premièrement, c'est le producteur qui a investi l'argent dans la production de ce film. Et après, il y a le réalisateur qui va dire au producteur de quoi il a besoin pour réaliser ce film. Donc, la personne au sommet, la personne qui est au sommet du côté financier, c'est le producteur. La personne qui est au sommet du côté artistique, c'est le réalisateur. Et puis, moi, je m'autoproduis. Parce que le processus de production, j'ai constaté que ça prend beaucoup de temps. Imagine, vous faites 2 ans pour réaliser un court-métrage. 2 ans. Et puis je me suis dit, on ne peut pas avancer sur ce rythme. Donc, personnellement, moi, comment ça fonctionne, c'est pas plus dans le sens de « Ah, tel est chef, tel... » Non. Ah, d'accord. Non. C'est plus dans le sens de « Tu as une caméra, il a des lumières, il a le maquillage, il a le jeu d'acteur, il a les costumes. On met ça ensemble, on produit quelque chose. » Donc, ouais, c'est comme ça que ça fonctionne. Et aussi, comment vous gérez les stress sur les plateaux au tournage? Comment vous gérez les stress? Parce que je me dis que des fois, vous pouvez convenir, ok, on va commencer à tourner par exemple à 8h du matin. Et que certaines personnes viennent en retard en oubliant peut-être leur costume. Et ça va créer un stress. Que ce soit pour vous, que ce soit pour la personne qui devait interpréter les rôles. Comment vous gérez tous ces stress? Oh, déjà oublier des costumes, c'est une erreur. Oh, j'ose même pas imaginer comment je réagirais dans ce genre de situation. C'est jamais arrivé? Non, ça peut pas arriver ça. Oublier des costumes, c'est comme oublier la caméra. Ouais, mais non, ça peut pas arriver. Mais ce qui arrive souvent, c'est ce que j'avais dit précédemment, c'est qu'il y a des scènes, tu te les imagines en tête, mais tu arrives sur le terrain, mais ça marche pas. Donc, comment gérer le stress? Tu souris, tu bois de l'eau, tu prends le temps pour respirer. Tu retournes tu fais une namasté. Tu te calmes. Carrément. Mais sérieusement, je le répète encore une fois, c'est très très important de recruter des gens assez créatifs qui vont vous aider dans ces moments stressants, qui vont vous aider à improviser, dire « Ah ok, ça marche pas, on fait ça ». Ça va donner la même qualité, mais avec le budget qu'on a. Ouais. Ça va donner la même qualité, mais sans la chemise qu'on vient de déchirer. Vous comprenez? Ouais. Donc, en gros, c'est ça. Vous avez déjà produit 2 films. 2 films. 3 films, avec un 3e qui vient. Ah, ok. Il y a 2 films dont nous connaissons. Ouais. Il y a Tes mains et Une vie en couleur, c'est ça? Et ce sont tous de courts-métrages.
Des courts-métrages. Est-ce que dans l'avenir, vous prévoyez de faire un long-métrage? Ouais. On travaille... les prochains, c'est un long-métrage? Ouais, on travaille sur un long-métrage. On a fait le tournage en décembre dernier. Et bientôt, on va annoncer la sortie de ce film. Et est-ce que tu pourrais nous en parler, spoiler un peu? Non. C'est pas possible. Non, on ne peut pas spoiler. C'est pas grave. Et j'aimerais savoir aussi, il y a beaucoup de personnes qui s'inspirent des réalisateurs pour eux-mêmes être des réalisateurs. Est-ce que vous avez quelqu'un qui vous inspire le plus? Ok. Africain, je dirais Moussa. Moussa Senebsa, c'est un ami à moi, réalisateur sénégalais. C'est vraiment un grand, l'un des pionniers du cinéma sénégalais. Et je dirais même l'un des aînés. Donc, son cinéma à lui, tu peux vraiment remarquer le côté théâtral. Et c'est ça le côté intéressant. C'est ça qui m'intéresse, le côté artistique. Parce que le cinéma d'aujourd'hui est en train de perdre sa partie poétique. Ok. Poétique, genre Jean-Luc Godard. Si vous regardez le cinéma de Jean-Luc Godard, c'est le genre de cinéaste qui mettait dans ses films des lignes comme j'aimerais flotter avec toi sur un nuage, mais tu es trop lourd. Ça, c'est pas une ligne qui est fait pour du cinéma. Ça, c'est une ligne pour des poèmes et des pièces de théâtre. Mais lui, il s'en fout. Il met ça dans un film et ça rime. Donc, c'est ce genre de film qui m'inspire beaucoup et que j'aimerais faire parce que c'est le genre de film qui met un peu de maquillage sur la vie, qui n'est pas trop rose. Ah ouais, c'est vrai, la vie, elle est parfois rose et parfois carrément. non. Mais est-ce que c'est possible de gagner sa vie en étant réalisateur? Et de quelle façon? C'est possible, mais c'est pas facile. Ouais. C'est pas facile. Alors, moi, j'aimerais aller encore plus loin en disant, est-ce que c'est possible de gagner sa vie en tant qu'artiste? Parce que le problème avec les artistes, c'est qu'ils commencent à voir leur art comme une sorte de vie glamour. Une sorte de vie glamour. Vous comprenez? Donc, si tu commences à voir ça comme un style de vie glamour, là, ça devient un problème. Tu commences à te considérer comme une diva, une star, quelqu'un qui brille. J'ai pas besoin des gens, c'est les gens qui ont besoin de moi. Non, c'est un business. Tu vends un service. Si tu es musicien, tu vends un service. Tu chantes pour les gens et les gens vont payer pour ta voix. Si tu es un cinéaste, tu réalises des films et les gens, tu vends le divertissement en général. Donc, c'est le service que tu vends. Donc, tu dois apprendre tous les entrées et les sorties de ce marché. Pour moi, le cinéma, c'est connaître tous les termes et les langages qu'on utilise dans la distribution. Parce que la passion, c'est plus quand on est au plateau et qu'on est en train de filmer avec les acteurs et toutes les lumières. Ça, c'est bien. Là, on est artiste. Mais après avoir monté tout et qu'on a le dernier fichier MP4, c'est le business qui entre en jeu. Parce que tu peux produire un film magnifique à je sais pas quel budget, mais il va rien te servir si tu n'as pas de stratégie. Tu peux le balancer sur YouTube. Ce que la plupart des gens font ici au Burundi. Ils font des films et les balancent sur YouTube. Sur YouTube, ça marche jamais. C'est pas comme ça que le cinéma fonctionne. À moins que tu fasses des web-séries. Là, peut-être, oui, courage. Mais si tu veux vraiment faire du cinéma, il faut vraiment te renseigner et savoir au moins, connaître au moins un distributeur dans la région où tu habites et essayer d'entrer en connexion avec ce genre de personnes. Et dans la même optique, que conseillerais-tu à un jeune Burundais, un jeune étudiant qui voudrait aussi faire carrière dans la réalisation? Ce que je conseillerais à ce jeune artiste, c'est de ne pas se plaindre. Parce que des fois, on se dit « Ah, j'ai du talent, je mérite ça, je mérite ça, je mérite ça, je mérite ceci. » Et puis, on se dit « Le problème, c'est que j'ai pas de contact. » Il faut pas aller supplier les gens. Il faut d'abord... Si tu vas supplier les gens, ils ne vont jamais te prendre au sérieux. Il faut d'abord avoir quelque chose à présenter sur la table. Tu te dis « Moi, j'ai ça. Toi, tu as ça. Donc, on fait ceci. Toi, tu vas gagner comme ça. Moi, je vais gagner comme ça. C'est relation gagnant-gagnant. Sinon, si tu
cours derrière aux gens en essayant de les supplier, ça ne marche jamais. Surtout en tant qu'artiste, ça ne va jamais avancer. Ego. Merci beaucoup Lionel, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci d'avoir partagé ta passion avec nous, de nous avoir fait découvrir les coulisses derrière la réalisation d'un film. Et j'espère qu'on pourra voir ton film, ton prochain film très bientôt. Merci à vous chers auditeurs de nous avoir écoutés. À la présentation c'était Deborah Kanigi et à la mise en onde c'était Raja. Au côté image, c'était Monsieur Patrick. Et merci à vous tous d'avoir écouté la radio Kazoza FM. On vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. Bonne soirée à tous. Kazoza FM, be your own boss.